Bonjour à tous, je suis enchantée de participer à cette petite journée, en tout cas ces 2 journées. Pour remettre dans le contexte, moi je suis donc professeure en lycée et ça fait maintenant 3 ans que j'utilise au quotidien la tablette tactile avec mes élèves. Voilà. Donc moi je suis enseignante d'histoire-géographie avec une bivalence en anglais. Et puis j'enseigne aussi tout ce qui est enseignement moral et civique, voilà, tout ce qui va avec les programmes d'histoire-géographie. Aujourd'hui, je gère un projet de 400 iPads dans mon lycée et puis à terme, il y en aura 800. Voilà. Donc, autant vous dire qu'on a décidé vraiment de travailler avec cet outil en support des outils traditionnels. Donc moi, je vais vous proposer un regard qui n'est pas celui d'un scientifique, mais qui est celui de quelqu'un qui le vit au quotidien avec ses élèves, qu'il a utilisé justement pour modifier, ou en tout cas, on va dire accompagner un changement de pratique pédagogique. Voilà, je voulais vous, en tout cas Julie et Franck m'ont proposé de vous partager un petit peu mon expérience. Donc je vais présenter ce que j'ai à vous dire en 3 parties en quelque sorte. Mes insatisfactions par rapport à la pédagogie traditionnelle et ce qui m'a amené vers le cheminement d'introduire la tablette en classe. Les difficultés qu'on peut avoir quand on introduit ce genre d'outils en classe et qui peuvent très rapidement nous freiner, voire ne pas nous amener à ne pas aller vers la transition numérique. Et puis les avantages pédagogiques que j'y vois aujourd'hui dans ma pratique. Alors tout d'abord, effectivement, moi je pars d'un constat et j'ai pris une phrase d'Albert Einstein qui le résume bien. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. Ce que j'ai remarqué effectivement, c'est que malheureusement aujourd'hui, les programmes officiels ne nous permettent pas vraiment d'introduire beaucoup de différenciation pédagogique. Ça reste aujourd'hui la plupart du temps un concept, voilà, il faut faire de la différenciation pédagogique, d'accord. J'ai 36 élèves devant moi, j'ai un programme à faire. Et quand j'arrivais en classe, il y a quelques années, je me posais pas la question des besoins de mes élèves. Je me disais, il faut que je fasse telle thématique aujourd'hui, et je me demandais pas si la moitié avait déjà acquis cette compétence ou non. Ce qui génère forcément chez eux de l'ennui, de la passivité, etc. Et moi, j'étais assez insatisfaite de ce constat. J'avais vraiment envie d'évoluer différemment et de proposer un peu plus de personnalisation des apprentissages. Donc effectivement, la plupart du temps, je me retrouvais avec des élèves qui étaient relativement passifs, assez consommateurs. En lycée, on peut rêver, attendre que le professeur fasse son cours, ressortir, ne pas dire un mot, voilà. J'avais besoin davantage de les placer dans l'action. Par ailleurs, je me retrouvais avec des scénarios pédagogiques assez peu diversifiés. Je faisais preuve de peu d'originalité. La plupart du temps, j'avais quelques supports dédiés, bien sûr, un accès de temps en temps à une salle informatique. Mais on va dire que la plupart du temps, j'étais sur un format exercice. L'élève fait son exercice et puis on le corrige. Alors la plupart du temps, ce qui se passait, c'est que l'élève, comme il savait qu'il y avait la correction qui allait arriver, il attendait. Dans le mieux, il écrivait au croche-papier, et puis quand je passais à la correction, il effaçait tout. Voilà, donc tout ça me menait à me poser des questions. Et donc j'ai évolué dans mes pratiques pédagogiques qui ensuite ont pu être accompagnées par l'outil tablette tactile. Autre point également qui menait à certaines insatisfactions, c'était la problématique de l'éveil à l'esprit critique. C'est vrai que la plupart du temps, les élèves, ils se retrouvent face à des sources que moi j'ai présélectionnées ou que le manuel scolaire a présélectionnées. Donc comment les éveiller face au foisonnement aujourd'hui de sources qu'ils ont à disposition, justement à la sélection des bonnes sources et justement à tout l'esprit critique qu'il y a derrière. Et ça, effectivement, avec une tablette tactile et la possibilité d'ouvrir plus largement sur les supports,
c'est quelque chose que j'ai pu un peu mieux améliorer. Voilà. Et enfin, effectivement, j'ai une génération Z devant les yeux, tous les jours. Des élèves qui ont un smartphone à portée de doigt et qui se posent la question pourquoi je dois retenir la date du sacre de Napoléon alors que je vais sur Wikipédia et que je la trouve en 2 secondes. Voilà, donc tout ça, effectivement, c'est les amener, en tout cas, à essayer de comprendre que le savoir peut être aussi très divers, que l'accès au savoir n'est pas toujours évident, finalement, et comment sélectionner la bonne information, etc. On va dire qu'aujourd'hui, je suis forcément dans un contexte sociétal qui m'impose aussi de revoir les supports que j'utilise. Donc ça, c'est effectivement pour les insatisfactions dans ma pédagogie traditionnelle. Donc moi, ça fait, je ne l'ai peut-être pas dit, oui, ça fait 12 ans que j'enseigne en lycée. Et il y a 5-6 ans, j'ai vraiment souffert de ces insatisfactions. Donc j'ai commencé déjà à changer ma pédagogie, à me tourner vers des pédagogies comme la classe inversée, par exemple. Je ne sais pas si on a entendu parler, hein, mais l'idée, c'est de vraiment mettre l'élève au cœur de l'apprentissage. Et la tablette tactile m'a permis justement d'accompagner ce changement de pratique. C'est vrai que moi, j'ai commencé par changer mes pratiques pédagogiques avant même d'introduire l'outil numérique. Je ne suis pas passée par l'outil numérique pour changer ma pratique, c'est vraiment l'inverse. Et j'ai vu un vrai facilitateur. Voilà, parce que quand vous voulez faire 5 scénarios différents et que vous arrivez avec 5 tas de polycopes différents, c'est quand même pas très pratique. Donc on y voit forcément un intérêt à l'usage. Alors, ce que j'aime bien évoquer, ce sont également les difficultés. Et je vais commencer par ça avant de vous expliquer les avantages, parce que moi, je considère que si on voit ça comme une montagne, on ne va pas la franchir et on va s'arrêter là. Voilà. Donc, si l'enseignant considère que l'ensemble des difficultés que j'énumère sont trop insurmontables pour lui, le sortent trop de sa zone de confort, forcément, il ne pourra pas trouver les avantages de la pédagogie avec des tablettes tactiles. Moi, j'en ai repéré 5, bien sûr qu'il en existe sans doute d'autres. Je ne suis pas dans l'exhaustivité des critères, mais l'idée, c'est de... Voilà, premièrement, ça demande à l'enseignant des compétences nouvelles qu'il n'a pas nécessairement appris dans son cursus universitaire, ni dans les formations continues encore aujourd'hui, parce qu'elles sont assez rares dans le domaine, et notamment en termes de créativité pédagogique. L'enseignant, il devient un vrai ingénieur très créatif en termes de scénario pédagogique. Et ça, pour la plupart, ça fait vraiment peur. Voilà. Parce qu'on sort justement de sa zone de confort, il faut aussi innover. Ça prend du temps, voilà. Ça prend beaucoup de temps de se consacrer à ces changements-là. Voilà, si déjà, personnellement, il n'est pas prêt à s'impliquer dans ce changement de pratique pédagogique, il y a des chances qu'il ne voit pas l'intérêt d'introduire des tablettes tactiles en classe. Alors ensuite, j'ai mis apprendre à apprendre. Bon, effectivement, l'élève, ça reste une des principales compétences pour moi que l'enseignant doit développer, c'est aider l'élève à trouver la meilleure solution pour qu'il apprenne. Et ça, c'est pas toujours évident parce que dans nos programmes, on a beaucoup de disciplinaires. Bien sûr, une partie méthodologique qui s'est développée ces dernières années avec le socle de compétences, etc. Mais avant tout, il faut essayer de guider l'élève vers ses meilleurs moyens d'apprentissage. Et donc, ça impose pour l'enseignant aussi de développer des capacités méthodologiques chez le jeune, en dehors des savoirs disciplinaires. Et ce n'est pas toujours évident. Quand on a un nouveau support comme la tablette, justement, il faut aider l'élève à basculer de la tablette loisir à la tablette outil de travail et arriver à lui montrer ou lui donner les ressources pour que justement il puisse tout simplement se l'approprier, l'utiliser comme un vrai outil qui va pouvoir l'aider à améliorer sa mémorisation ou en tout cas l'accompagner dans ces actes-là. Donc voilà, ça pour moi, ça reste une difficulté importante parce que souvent on n'a pas d'armes non plus. On est formé en tant que discipline, on est très peu formé en tant que méthodologie, etc. Ensuite, bien sûr, il y a toute la partie aider à la prise en main de l'outil. Alors, il est vrai que la plupart ont un smartphone, voire une tablette dans leurs mains depuis quelque temps.
mais la plupart l'utilisent à 1/10 de son usage réellement, voilà, de ses capacités, des capacités de l'outil. Et donc il faut arriver à les accompagner pour leur montrer justement comment l'utiliser le plus efficacement possible. Ensuite, un point effectivement que j'aime bien évoquer, c'est l'idée que le système dans lequel, en tout cas la pédagogie traditionnelle, réussit à certains. Il faut être conscient que certains très bons élèves du système scolaire, voient cette introduction de l'outil tablette tactile comme un danger, parce qu'ils le maîtrisent souvent peu et qu'ils ont toujours réussi dans le système scolaire traditionnel. Donc moi, quand j'arrive avec mes nouvelles pédagogies, mes nouvelles pratiques, mon nouvel outil, je les déstabilise complètement, parce qu'ils sont toujours habitués à réussir dans le système scolaire traditionnel et ils ne voient pas pourquoi je viendrais amener quelque chose qui viendrait dérouter un petit peu leur manière de travailler. Et donc, c'est ce que j'évoque par perte de repère en quelque sorte. Pour moi, les bons élèves, ce sont les élèves qui sont les plus difficilement mobilisables dans ce type de projet de pédagogie, parce qu'il faut les remettre en confiance, il faut leur redonner leur statut de bons élèves, en tout cas qu'ils retrouvent leur place. Sinon, très vite, ils sont paniqués. Voilà, eux, ils ont, depuis qu'ils sont en primaire, ils ont acquis des mécanismes, etc. Et ils réussissent très bien. Alors, ils ne voient pas pourquoi j'arrive avec de nouvelles idées pédagogiques, etc. Les très mauvais élèves ou les moyens, eux, ils y voient toujours un intérêt parce qu'ils se disent ça va changer, peut-être que je pourrais devenir meilleur, etc. Les très bons, eux, ils sont très paniqués. Généralement, ils ont très peur. Donc, il faut les remettre en confiance. Voilà, reprivilégier des activités dans lesquelles ils vont encore à nouveau pouvoir s'exprimer, voire les laisser prendre leur marque avec plus de temps. Voilà, ça c'est pour moi une difficulté que j'ai repérée. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'effet nouveauté, l'effet waouh. Dans un premier temps, vous dotez un élève d'une tablette tactile, il est motivé, il est content. Au fur et à mesure, comme tout, une certaine lassitude s'installe. Et c'est là où il faut que l'enseignant reste innovant dans ses scénarios et propose toujours un objet de motivation, parce qu'un jeune, aujourd'hui, ça a une concentration qui est là, mais courte, et qu'il faut accompagner vers ces éléments-là. Donc voilà, une fois qu'on a dépassé les difficultés, une fois qu'on a trouvé, qu'on se dit finalement, ça m'implique un changement, mais ce n'est pas insurmontable, en tout cas je peux tenter. Là, pour moi, on peut arriver au vrai intérêt d'introduire la tablette tactile en classe, les avantages pédagogiques. Alors, quel avantage j'y vois après 3 ans d'expérimentation à mon échelle ? Moi, j'y vois d'abord des super pouvoirs. Voilà. J'ai obtenu des super pouvoirs grâce à la tablette tactile. En tant qu'enseignant, dans un premier temps, j'ai accès à différents types de ressources très variées, très rapidement. J'ai accès bien sûr aux livres, j'ai accès notamment en langue à l'audio, donc les élèves peuvent s'enregistrer très facilement puisque c'est un outil extrêmement nomade qui n'a pas besoin de micros supplémentaires, etc. Donc moi j'y vois un vrai intérêt, notamment dans le développement des compétences linguistiques. Je vais avoir aussi un vrai travail sur l'image qui va être extrêmement intéressant. Le support vidéo va bien sûr être également extrêmement accessible. Et puis, toutes les applications que l'on va pouvoir visionner, par exemple, moi en géographie, des applications que vous connaissez comme Google Earth, etc. Donc là, l'accès à des possibilités en termes d'extension pédagogique vraiment, et de scénarios extrêmement diversifiés. Donc pour moi, c'est un vrai intérêt de pouvoir multiplier les sources et de ne pas être cantonné à mes sources du manuel numérique ou du manuel même papier surtout, de pouvoir exporter au-delà mes ressources. Voilà. Et puis surtout, je vais pouvoir aller chercher des textes sources directement, des articles de presse, etc. Et ça a un vrai intérêt. Alors ensuite, je vous disais au tout début, ce qui me tracasse quand même, c'est cette différenciation pédagogique, le fait que les élèves arrivent en classe et que fassent tous la même chose. Alors je vous ai amené quelques exemples. Voilà, donc là c'est par exemple une activité sur le théâtre à Athènes. On est sur la démocratie
au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc un cours d'histoire de la classe de seconde. Et je vous ai montré un petit peu un scénario, par exemple. Donc là, l'élève regarde une vidéo sur le théâtre athénien pour essayer justement de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, en classe, il réalise une activité qui va justement consister à travailler sur un extrait d'une pièce de théâtre. Donc là, en l'occurrence, c'était une pièce de théâtre d'Euripide. Et je vais pouvoir leur proposer 3 scénarios possibles. Moi, j'appelle ça 3 formules. Chacun choisit sa formule pendant le cours. Donc soit il prend la formule basique, parce qu'il y en a qui sont très rassurés par la formule basique, c'est-à-dire je réponds à des questions sur la pièce de théâtre, sur l'extrait. Soit je vais préparer une présentation, donc là je vais me mettre dans un travail collaboratif. Alors je propose aussi également en même temps de le faire seul ou à plusieurs, etc. Par exemple, la formule basique peut se faire seule ou à 2. La formule diaporama se fait au minimum à 2. Donc ça leur permet vraiment de choisir leur moyen de travailler et la façon, en tout cas leur moyen en tant que groupe ou individuel, et également vers quel support je me tourne. Et la dernière formule que j'ai appelée, elle, littéraire un petit peu en quelque sorte, là, c'est jouer l'extrait de théâtre. Je leur mets des questions pour s'imprégner justement de la pièce et pouvoir ensuite la jouer. Bon, par expérience, je peux vous dire qu'au début, je me suis dit personne ne prendrait la formule L. Bon, en fait, j'en ai toujours qui en prennent, voilà. Et toutes les formules sont prises et ça montre bien que justement, ça s'adapte un petit peu à la diversité du groupe et que ça permet aux élèves de s'impliquer vraiment selon leur envie, voilà. Et au final, en fait, ce qui se passe généralement, enfin même ce qui se passe réellement, c'est que la correction, ce sont les élèves qui ont préparé un diaporama qui font la correction aux autres. Ça nourrit les réponses aux questions des autres camarades. Et puis on finit toujours par la pièce de théâtre jouée pour mettre, on va dire, donner du corps à tout ce qu'on vient de faire. Voilà un petit peu l'idée, vous voyez. Ça, c'est possible parce que j'ai justement un support qui me permet de proposer justement différents types de scénarios. Et la tablette m'aide, en quelque sorte, elle me donne un super pouvoir à ce moment-là. Un autre exemple aussi, rapidement, donc là c'est un autre exemple au Moyen-Âge, et en fait là, tout simplement, chaque élève va avoir une partie du cours à réaliser. Donc vous voyez là, j'ai 8 sujets qui sont présentés. En fait, chaque groupe d'élèves va avoir une partie du cours à préparer. Et l'idée, tout simplement, c'est que le sujet est différent selon le niveau de difficulté. Alors je ne sais pas si vous voyez les petites étoiles, mais il y a des petites étoiles qui montrent le niveau de difficulté. Et l'objectif, là, justement, ça va être de challenger un petit peu les bons élèves et à côté, les élèves plus en difficulté, de les mettre quand même en position d'apport de connaissances aux autres, tout en ayant un sujet un peu plus facile. Voilà. Mais au final, la diversité se voit beaucoup moins. Chacun présente son sujet sans réellement se rendre compte que la difficulté était différente. Donc là, encore une fois, j'ai pu introduire une différenciation pédagogique beaucoup plus facilement, parce que là j'ai quand même 8 sujets différents auxquels j'apporte à chaque fois des éléments pour aider les élèves. Si j'avais à faire des photocopies, etc., et l'accès à tous les supports que je leur donne, ce serait impossible dans la pédagogie traditionnelle. Et puis donc pour finir effectivement sur la différenciation, là vous avez une petite vidéo qui vous montre justement comment les élèves vont pouvoir regarder à leur rythme une vidéo. Moi aujourd'hui je privilégie beaucoup le fait qu'ils regardent la vidéo mais de manière individuelle. Je leur accorde un temps pour répondre à des questions. Donc là par exemple vous avez une élève qui est en train de regarder, ou un autre qui va apparaître, qui est en train de regarder justement une vidéo. Je leur laisse générer, alors ça dépend le temps de la vidéo, mais là par exemple c'était une vidéo de 4 minutes, donc je leur avais laissé le triple, donc une douzaine de minutes, pour regarder individuellement la vidéo et répondre aux questions. On sait que par exemple quand on regarde une vidéo tous ensemble, la plupart du temps certains sont dans l'inconfort parce qu'ils préfèrent la regarder en entier, d'autres préféreraient s'arrêter toutes les 2 secondes pour prendre des notes. Donc là vraiment j'individualise également l'accès à ce support en leur permettant de la consulter librement et individuellement et de répondre aux questions de manière plus confortable selon leur confort de lecture. Voilà. Et pour finir, ça me permet également de faire des évaluations instantanées.
C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, je vais pouvoir directement pendant le cours proposer des petits quiz pour vérifier où est-ce qu'on en est qu'on a bien compris une notion qu'on vient d'aborder, et réajuster si nécessaire, avec par exemple l'application Kahoot, où la tablette se transforme en quelque sorte en manette, en petite en manette de jeu en quelque sorte, et y répondent. Et donc très rapidement, je peux avoir à l'instant T les informations. Voilà, alors pour les élèves, je fais rapidement parce que j'ai très peu de temps. Donc un outil pour les élèves, alors pour moi c'est rendre l'élève acteur, principalement. On est beaucoup pour moi dans la position d'oralité. Ils vont faire des présentations, donc c'est eux qui vont apprendre à leur pairs. On sait malheureusement que quand l'enseignant parle, on en retient 20%. Quand c'est un camarade qui parle, on en retient 75%. Je les mets dans la position où c'est eux qui présentent aux autres, qui préparent des présentations. Voilà. Ensuite, on est sur l'éducation média à l'information. Donc là, effectivement, j'avais proposé aux élèves de travailler sur les fake news et de préparer une fake news pour le compte Instagram du lycée. Donc l'idée, c'était qu'ils devaient en quelque sorte réfléchir justement à construire une information qui pourrait être crédible. Ils se sont aperçus dans l'exercice que c'était extrêmement facile en réalité de créer des fausses informations et de pouvoir les diffuser, et de voir à quel point leurs camarades dans le lycée pouvaient prendre à la leçon, on va dire, très rapidement sans vérifier les sources. Donc ça aussi, c'était, pour moi, c'est un bon exercice. Et puis enfin, une collaboration efficace. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tablette permet de travailler sur des outils collaboratifs extrêmement puissants. Donc ils vont, par exemple, là, travailler tous les trois simultanément sur le même document. Il n'y en a pas un qui écrit et les autres qui regardent. On est vraiment sur une écriture pour l'ensemble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des outils collaboratifs, mais par exemple, la suite Google permet de collaborer assez facilement. Là, vous avez par exemple 3 élèves qui sont en train d'écrire simultanément ensemble sur un Google Docs. Donc, elles préparent une synthèse sur la COP21 et en anglais, et elles sont en train d'écrire toutes simultanément sur le document. Elles vont même corriger l'orthographe des autres si la phrase est mal écrite. Donc là, on a vraiment un vrai travail collaboratif qui permet d'apporter un vrai plus comparé à une écriture papier. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, en réalité, moi, vous comprenez bien que je n'y vois aujourd'hui principalement que les avantages, je l'utilise à 100%, mais je laisse chaque élève l'utiliser au pourcentage qu'il le souhaite. Et pour moi, tout ça a facilité grandement la communication avec mes élèves, parce que je suis sortie de mon bureau, je ne suis pas en phase magistrale comme je suis aujourd'hui, mais je suis bien à leur côté en tant que guide, et j'ai l'impression de mieux les connaître et de mieux travailler avec eux, de mieux les accompagner que dans la phase dans laquelle j'étais auparavant. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Voilà. Avec plaisir. On m'entend? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation. Donc, on dispose d'un peu de temps pour des questions. Voilà, on a 5-10 minutes de questions. Je vous demanderai juste, je vous ferai passer le micro, puisqu'on est en train d'enregistrer en fait les présentations et les questions. Si vous parlez sans le micro, on vous entendra dans la salle, mais on ne vous enregistrera pas, on n'aura que la réponse. Ce serait un peu dommage. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Mireille Bétrancourt de Genève. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez. Je retrouve pas mal de choses de ce qu'on entend aussi à Genève, donc c'est international, on va dire. Je me suis demandé pour l'évaluation, parce que c'est une question que souvent les enseignants nous posent, par rapport à l'évaluation des élèves, notamment l'évaluation certificative, quand on a ce genre de pédagogie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment bien vous sûr. alignez l'évaluation? Alors, c'est vrai qu'en fait, moi, je reste une discipline du tronc commun, et surtout une discipline qui est évaluée au baccalauréat en lycée. Donc, voilà. En fait, je pratique toujours l'évaluation papier, en tout cas en fin de cycle de séquence.
Mes élèves se préparent toujours au baccalauréat. Seulement, en fait, aujourd'hui, quand j'introduis par exemple une méthode, ils vont souvent avoir une vidéocapsule qui va leur expliquer la méthode. Je vais ensuite les accompagner. Et la plupart du temps, en fait, ce qui se passait avant, c'est que j'étais essentiellement dans un apport de connaissances en cours. Et j'avais très peu de temps pour faire de l'activité avec eux sur la méthode, justement d'analyse de documents, par exemple, de composition, etc. Et donc, la plupart du temps, ils le faisaient un petit bout à la maison, quand ils ne sont pas accompagnés, etc. Aujourd'hui, en fait, le cours est apporté, souvent dans la phase justement pré-classe, on va dire. Et en classe, ils travaillent ensemble justement à préparer un commentaire. En fait, ils vont vraiment être dans l'entraînement aux épreuves de baccalauréat, mais en cours et souvent en collaboration. Ça leur permet vraiment de s'apporter mutuellement. C'est-à-dire que par exemple, il y a un exercice qui est assez compliqué en histoire-géographie, c'est l'étude critique de documents. Apporter un regard externe sur un document, c'est une capacité, en tout cas une capacité qui est relativement compliquée pour l'élève. Et là, à plusieurs, ils arrivent justement à s'apporter mutuellement et à développer cette compétence. Moi, en tout cas, je ne me situe pas en dehors. Voilà, ça reste pour moi de l'écriture. Ensuite, qu'ils écrivent de manière manuscrite ou qu'ils écrivent de manière dactylographiée, pour moi, ils ne perdent pas l'écriture. Ils sont justement dans la syntaxe. Je remarque d'ailleurs qu'ils écrivent beaucoup plus avec la tablette que quand ils écrivent sur un papier. Quand je leur demande de rédiger une réponse sur un papier, ils m'écrivent 3 lignes, la plupart du temps mal écrites, ils font peu d'efforts. Quand c'est sur la tablette, généralement, ils m'écrivent des paragraphes énormes avec une volonté de faire des phrases vraiment entièrement construites. Donc, moi, je remarque une amélioration sur ce point-là, en tout cas. Voilà. Et puis, l'élève, les jeunes s'adaptent très rapidement, on va dire. Moi, je trouve qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez rapide. Ils passent facilement du papier à la tablette sans aucun souci. Sachant que sur la tablette, l'avantage aussi, c'est d'avoir, par exemple, pour certains, le stylet. Et donc, ils continuent à écrire de manière manuscrite sur la tablette, à la différence d'un ordinateur où là, on ne peut taper que sur un clavier. Donc, beaucoup continuent encore à écrire avec le geste, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Moi, j'ai une question d'ordre assez pratique, en fait. C'est quel genre de tablettes ? Est-ce qu'elles sont connectées en classe ? Et est-ce qu'il y a ou pas des claviers ? Parce que moi, je m'occupe d'élèves déficients visuels. Et donc, évidemment, la partie dactylographie sur l'écran n'est pas forcément la plus simple pour adaptée, oui. Voilà. Alors nous, on a fait le choix d'équiper nos élèves qu'on appelle en one-to-one, c'est-à-dire que chaque élève a une tablette, il la garde toute l'année scolaire, donc du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il la ramène chez lui le soir. C'est vraiment son outil de travail, entièrement. Elles sont bridées, donc pour des usages pédagogiques, il n'y a pas la possibilité d'avoir une zone de loisirs à l'intérieur. On a choisi le modèle donc Apple des iPads et on a choisi de laisser l'élève s'équiper comme il le souhaite. Donc c'est-à-dire que chacun investit soit dans un clavier s'il préfère un clavier, soit avec un stylet s'il préfère un stylet, soit les deux s'il a envie. Chaque élève choisit sa manière de travailler et d'apprendre. Donc effectivement, certains ont investi dans un clavier externe, c'est tout à fait compatible en tout cas. D'autres ont investi dans un stylet pour écrire parce qu'ils préféraient, c'était plus confortable. On laisse chaque jeune choisir sa manière de travailler. Et j'en ai aussi beaucoup qui continuent à prendre leurs notes sur un cahier normal, avec un stylo, bic, voilà. Pour moi, ça ne me pose aucun souci. L'objectif, c'est que chacun prenne l'outil en complémentarité, comme il le souhaite, justement. Et comme je disais au début, c'est-à-dire qu'il apprenne de la manière qu'il estime la plus judicieuse pour lui. Voilà. Moi, je mets les supports numériques à sa disposition. J'ai différents types de ressources, mais lui prend des notes sur l'espace qu'il souhaite. Voilà. Et la dimension de la tablette, c'est quoi ? C'est celle-ci. Alors, je ne sais pas, c'est une 10 pouces, je crois, 9,7. Voilà. C'est exactement ce modèle-là. Voilà. Merci. Voilà, avec plaisir. Après, pour ces tablettes-là, il y a des fonctions accessibilité. Donc, il y a une fonction loupe
Et il y a la fonction taille de l'écran du texte qui peut être grossi aussi, pour information. Donc on peut aussi faire face aux déficiences visuelles que vous évoquiez, justement avec ces aménagements-là. Voilà. Est-ce que rapidement une dernière question veut être posée, peut-être le temps que l'intervenante suivante s'installe? Qu'est-ce qui reste comme usage de la salle informatique une fois que l'usage de la tablette Alors, est généralisé? dans ma discipline, aucune. Dans ma discipline, aucune. Je ne vais plus du tout en salle informatique parce que justement, ils ont l'outil Nomade à disposition. Pour tout vous dire, en tant que référent numérique, je vois un petit peu les usages des salles informatiques. Aujourd'hui, là où c'est encore indispensable, ça va être en sciences. Parce qu'en lycée, ils ont des logiciels pour des exercices d'expérience qui sont compatibles seulement sur PC. Mais s'ils étaient développés en tant qu'application, il y a des chances qu'on n'en ait plus besoin non plus, mais là aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et l'autre enseignement qui en a besoin, c'est notamment les nouveaux enseignements autour des sciences numériques et du codage, où là encore une fois, les professeurs ont besoin notamment d'un accès avec un ordinateur pour montrer des enseignements aux élèves. Mais sinon, tous les collègues de langue, de français, d'histoire, géographie, d'EPS, etc., n'ont plus du tout besoin d'accéder à la salle informatique. Et c'est justement tout l'intérêt, c'est de pouvoir proposer des outils qui sont beaucoup plus performants que les ordinateurs qui vieillissent rapidement en salle informatique. Pour nous, c'est une vraie difficulté d'avoir un parc toujours à jour. Et quand vous avez un ordinateur qui met 15 minutes à s'allumer, vous avez votre séquence de cours qui se réduit comme peau de chagrin. Là, l'avantage aussi, c'est de pouvoir accéder rapidement. C'est-à-dire que si je ne veux pas du tout la tablette pendant un moment, je ne l'utilise pas, et puis je dis hop, on démarre, on appuie, elle est fonctionnelle dans l'immédiateté en fait. Ça, c'est un vrai gain pour l'enseignant. On a une séance de 55 minutes. Si on passe un quart d'heure à allumer l'outil, on abandonne très rapidement. Donc voilà, moi j'y vois effectivement l'intérêt par rapport à tout ça. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Élodie. Je suis désolée, donc on va arrêter les échanges là avec Élodie, mais évidemment vous pourrez continuer autour du café tout à l'heure.